L'entrée de la Belgique dans la Seconde Guerre mondiale, le 10 mai 1940, est marquée par la chute de la forteresse d'Eben-Emal le matin du 11 mai. Cette prise d'une fortification réputée imprenable constitue le mauvais début de la campagne des 18 jours qui se soldera le 28 mai 1940 par la capitulation du pays et son occupation par les troupes de l'Allemagne nazie. Le fort d'Eben-Emal fut achevé en 1935 sur une position appelée la montagne Saint-Pierre, qui domine le canal Albert, à mi-distance de Maastricht et de Visé, sur la frontière séparant la Belgique de la Hollande. Ce fort constituait le point le plus solidement retranché de notre défense. Il devait, en principe, empêcher le franchissement de la Meuse ou du canal par une armée ennemie. Il avait fallu 3 ans pour construire ce fort, considéré à l'époque comme le plus moderne de nos retranchements. Imprenable, tel était le mot d'ordre de l'état-major. Ce triangle de béton et d'acier, long de 900 mètres, s'étendant sur 75 hectares et sur 3 niveaux, pouvant abriter une garnison de 1200 hommes, avait divisé les responsables de notre défense. Certains préféraient opter pour une retraite active sur l'Escaut en cas d'invasion, pour attendre le renfort de la France. D'autres voulaient revenir à une guerre de position, comme en 1914, cette fois avec des forts modernes, mieux équipés et mieux conçus. Ce furent ces derniers qui l'emportèrent. La Belgique de 1940 est à nouveau un pays neutre depuis 1936. Mais depuis septembre 1939, elle se trouve encerclée par des pays en guerre. D'une part l'Allemagne nazie, d'autre part la France et la Grande-Bretagne, qui ont déclaré la guerre au régime d'Hitler à la suite de l'invasion de la Pologne. La Belgique, son jeune roi Léopold III, le gouvernement d'union d'Hubert Pirlo, sa population ne sont pas dupes et tout le monde s'attend à une invasion allemande. Il s'est en effet ébruité que le régime nazi envisageait, comme en 1914, d'attaquer la France en passant par la Belgique, en ajoutant la Hollande également neutre à son tableau de chasse. C'était une redite du plan Schlieffen. Aussi, à la veille de l'invasion, une armée de 700 000 hommes se trouve sur pied de guerre. Armée gigantesque pour un si petit pays, qui comptait alors seulement 8 400 000 habitants. Mais ses forces se sont divisées. La partie flamande avait obtenu du roi le retour à la neutralité, pensant que l'alliance avec la France entraînerait immanquablement le pays dans la guerre. En conséquence de quoi les moyens de l'armée avaient été dispersés. Une partie sur la frontière allemande, une autre sur la frontière avec la France. Hitler inspirait confiance aux Flamands. Non, nullement. Mais une alliance avec la France était la garantie d'une guerre dévastatrice. Ce point de vue aurait pu se défendre, sauf que... Hitler ne respectait pas la neutralité et n'avait aucune considération pour les traités internationaux. Hélas. L'invasion du Danemark et de la Norvège, pays neutre, en avril 1940, aurait dû inciter les Belges à s'attendre au pire. Au lieu de cela, ils se sont accrochés à leur neutralité en dépit du bon sens. Oui, en même temps, il faut comprendre le poids des terribles dévastations de la guerre précédente. Personne ne voulait les revivre. L'invasion de la Belgique, du Luxembourg et de la Hollande, lesquelles ont pour but l'invasion de la France, ne le perdons pas de vue, est déclenchée à l'aube du vendredi 10 mai. La capture par surprise du fort d'Eben-Emal sera premier acte d'une tragédie qui va courir sur 18 jours et conduire à l'effondrement de la défense de notre pays, pourtant soutenu immédiatement par la France et la Grande-Bretagne dès les débuts de l'offensive. Les nazis, qui avaient dû revoir leur plan à toute vitesse car l'ennemi en avait eu connaissance, avaient élaboré une stratégie différente de celle d'août 1914. Leur but principal n'était plus d'entrer en profondeur en Belgique, comme prévu au départ, mais d'y attirer les Anglais et les Français, pour percer ensuite à travers les Ardennes avec leur division de chars, pour prendre à rebours les Alliés, qui se seraient précipités à notre secours. Toutefois, pour que ce plan puisse avoir une quelconque chance de succès, il fallait effectivement commencer l'invasion de la Belgique et de la Hollande. Et dans cette perspective, la prise d'Eben-Emal était d'une importance cruciale. Ce sont les parachutistes allemands du commandant Rudolf Fitzig
qui vont accomplir cet exploit, jugé irréalisable au départ, car le fort a une solide réputation. Mais cette réputation est très au-dessus de la réalité. La garnison du major belge Jean Jotran est en sous-effectif et incomplètement équipée. Les postes d'observation dans les alentours ne sont pas non plus tous en place. De plus, l'effet de surprise sera total. Les 85 parachutistes doivent arriver sur 11 planeurs. Ceux-ci sont signalés, mais dépassent l'objectif, puis font demi-tour pour atterrir enfin sur le vaste toit du fort, aménagé en terrain de football pour les soldats à 4h15 du matin. La garnison est totalement prise au dépourvu. Lorsqu'elle se rend compte de l'attaque, la garnison est incapable de faire feu sur les assaillants, avec leurs moyens de défense, car ceux-ci ne peuvent tirer sur des cibles situées à l'intérieur du périmètre du fort. De plus, les Allemands disposent d'explosifs à charge creuse, c'est-à-dire capables, par un creux situé à l'intérieur de l'obus, de multiplier l'effet de souffle et donc de pulvériser des structures de béton et d'acier. Toute la nuit du 10 au 11 mai, les parachutistes allemands vont tenter de pénétrer dans les couloirs intérieurs du fort, mais sans y parvenir. Mais finalement, le fort, il tombe ou pas? On dirait que les nôtres sont en train de l'emporter. Pas du tout. Toute la journée du 10 mai, les Allemands occupent une partie du système défensif, tandis que les défenseurs, eux, se sont retranchés dans le ventre du fort, derrière des portes blindées. N'oublions pas que ce fort est constitué de 17 bunkers et comprend 5 km de galeries intérieures. Mais retranchés là-dessous, les défenseurs ne peuvent pas faire grand-chose. Et ils essaient de contre-attaquer, ces défenseurs, de chasser les Allemands de leur position, mais ils sont repoussés avec de lourdes pertes. Les Allemands, eux, reçoivent de nombreux renforts de tout un régiment d'infanterie, ainsi que ceux d'un bataillon du génie. Les combats se poursuivent dans la matinée. Les Allemands utilisent des charges creuses pour faire sauter les portes blindées et occuper les derniers retranchements des défenseurs belges. À 12h15 le 11 mai, après 32 heures de résistance, le major Jotran, devant l'échec d'une ultime tentative de contre-attaque, décide d'éviter un sacrifice inutile à ses hommes et capitule. Cette défaite eut un retentissement énorme à travers la Belgique, et le moral de l'armée belge subit un terrible contre-coup. Les Allemands purent aisément s'emparer des autres positions fortifiées, d'ailleurs de la même façon avec des planeurs et des parachutistes d'élite. Et la 6e armée avait désormais le chemin libre jusqu'à Anvers, par le canal, dont 2 ponts avaient été capturés intacts. La défense du pays devint aussitôt problématique, car il ne faut pas perdre de vue que le pays ne s'était pas non plus suffisamment préparé à cette invasion, en particulier en se refusant à une concertation préalable avec ses anciens alliés. Le fort existe toujours. Oui, après cet épisode homérique, il n'a plus joué aucun rôle dans la suite du conflit et il fut abandonné après la guerre. Il servit de garde-meuble aux garnisons de Liège. C'est aujourd'hui un endroit qu'on peut visiter, où se trouve notamment un musée. Oui, le fort a été réinvesti en 1986 et peu à peu réaménagé pour servir de lieu de mémoire. La nature a repris ses droits, en recouvrant notamment le fameux toit du fort. Oui, lequel ne ressemble plus tout à fait à ce qu'il était au temps de sa splendeur. Splendeur d'une utilité finalement dérisoire.
Belgique.